Hey guys, avoir un enfant n'est pas une chose aisée. En effet, il ne suffit pas de mettre au monde un enfant afin d'être un bon père ou une bonne mère. Bonne mère. On n'est pas à Marseille. Ou être une mère exemplaire. Je pars par exemple du principe qu'il n'existe aucun permis pour être un parent et que donc on peut tomber sur n'importe quel genre de famille, y compris les moins fameuses. Aux États-Unis par exemple, on comptabilise pas moins de 60 millions d'enfants et de nourrissons abandonnés dans le monde, soit plus de 7000 enfants. Donc dans le meilleur des cas, c'est des enfants qui sont mis en orphelinat, si je puis dire, et dans les pires des cas, ce sont des enfants qui sont laissés, livrés à eux-mêmes. Sans compter le nombre d'enfants abusés et maltraités psychologiquement et physiquement. Et l'histoire que je vais vous raconter, déchirante et frustrante, s'inscrit malheureusement dans cette ligne. En décembre 2009, Elizabeth Johnson va à San Antonio, au Texas, avec son fils Gabriel de 7 mois. Logan, son père, était censé le récupérer le 20 décembre afin de passer Noël avec lui. Et ça serait son premier Noël. Mais une semaine plus tard, Logan va recevoir un SMS qui va lui glacer le sang. Ce texto a été envoyé par Elizabeth, la mère de son enfant, et il va changer à jamais le cours de son existence. Si les faits divers t'intéressent, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, ça me ferait très plaisir et c'est très important pour le référencement et ça ne mange pas de... Je ne le dis plus. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont rejointe récemment ou qui sont là depuis longtemps. Je m'appelle Nathalie Cat. Je me rends compte que je me présente jamais, c'est très mal poli. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, mes réseaux de prédilection, si je te manque entre deux vidéos à tout hasard. Mais je te laisse avec le générique. Elizabeth Johnson et Logan McQuarrie se rencontrent en 2007 et se mettent très rapidement ensemble. En apparence, et en apparence seulement, ils semblent être un couple heureux ayant des projets pour l'avenir. Mais selon Logan, ils avaient des hauts et des bas. Mais les bas n'étaient pas si fréquents jusqu'en 2008. Car cette année-là, tout change. Elizabeth tombe enceinte, elle va être longtemps indécise pour savoir si elle garderait ou non ce bébé. Donc, vous l'aurez compris, elle n'est pas franchement ravie à l'idée d'être enceinte. Mais finalement, le couple se met enfin d'accord et garde l'enfant. Pendant sa grossesse, Elizabeth a des hauts et des bas, alternant extase à l'idée d'avoir un enfant et dépression. Peut-être un signe avant-coureur de ce qui allait bientôt se produire. Le 3 mai 2009, un beau petit garçon aux grands yeux bleus, Gabriel, naît. Alors au départ, Logan pense qu'avec la naissance de l'enfant, l'attitude d'Elizabeth changerait et qu'elle développerait un peu d'instinct maternel. Mais en réalité, cela ne va qu'empirer la situation. Elizabeth commence à piquer des crises de colère, ses changements d'humeur étaient beaucoup plus fréquents et sévères. Par exemple, ces crises étaient tellement fortes et violentes qu'elle en venait à casser des choses chez eux, déchirer même des vêtements et le canapé avec un long couteau, casser le lit du bébé, exploser la télé et les fenêtres. On est loin des petites crises de colère. Elle ne s'occupait pas de Gabriel et quand ce dernier pleurait, elle criait sur Logan, son conjoint, en lui disant « Mais fais qu'il la ferme !» Sympa l'ambiance à la maison. Elle allait toujours dans une pièce différente afin de ne pas l'entendre pleurer. Logan commence donc à considérablement s'inquiéter pour son fils, Elizabeth étant violente et employant la menace. Logan commence à penser que la seule façon de protéger Gabriel était de quitter Elizabeth.
pour de bon et d'emporter bien évidemment leur fils avec lui. Il prévoit donc de faire ceci début décembre 2009. Il l'annonce à Elizabeth et comme vous vous en doutez, elle le prend extrêmement mal. Elizabeth lui dit qu'il ne pourrait pas partir et la quitter. Puis elle change du tout au tout. Les changements d'humeur, rappelez-vous, et lui dit qu'il pouvait partir avec Gabrielle. Ce que Logan fait le 8 décembre 2009. Mais dans les heures qui suivent, Elizabeth appelle la police pour dire que Logan avait enlevé leur fils. Et comme ils n'étaient pas mariés, Logan n'avait aucun droit parental supérieur sur Gabrielle, donc il est obligé de se rendre. Et ce fut la dernière fois qu'il vit son fils. Le lendemain, Logan dépose une demande de garde exclusive pour Gabrielle. Il dit, je cite, « Ça fait plusieurs fois par le passé, Elizabeth a dit qu'elle ne voulait pas de ce bébé. Elle hurlait et criait sur lui lorsque j'allais travailler. Et lorsque j'allais travailler, elle mettait le bébé dans une pièce et lorsque je revenais 5 heures plus tard, Gabrielle était toujours dans cette pièce-là, en pleurs, et elle ne lui avait pas changé la couche. » Mais le juge demande à Logan d'arrêter d'être méchant avec Elizabeth. Il pensait réellement que le couple pourrait fonctionner. Oui, donc il refuse d'octroyer la garde exclusive à Logan, mais demande à ce qu'ils aient, sans surprise, une garde partagée. Logan avait prévu de passer prendre Gabrielle chez Elizabeth le 20 décembre pour passer Noël avec son fils, ce qui serait son premier Noël. Et Logan avait hâte de le fêter avec Gabrielle, comme il se doit. Mais c'est là que les choses vont prendre une tournure dramatique. Lorsqu'il se rend chez Elizabeth, la maison est vide et aucune trace de son ex ou de Gabrielle. Il toque à la porte, mais ne reçoit aucune réponse. Logan se précipite aux fenêtres et là, il voit avec horreur que tous les tiroirs des commodes sont ouverts, sans aucun vêtement à l'intérieur. Logan panique et alerte immédiatement les autorités car son droit de visite n'avait pas été respecté. Il porte plainte, mais l'audience est fixée le 28 décembre, pas avant. Donc trop tard. Logan continue d'essayer de joindre Elizabeth, il tente de la trouver, ainsi que son fils. En fait, Elizabeth avait quitté l'Arizona dans sa vieille voiture de 95, Delta 88 de son grand-père. Elle dit à ce dernier qu'elle l'empruntait car, je cite, elle avait affaire et ne donne pas plus d'explications. Logan, qui recherche Elizabeth, va rencontrer un couple de Scottsdale avec qui Elizabeth avait parlé 6 mois avant qu'elle ne disparaisse avec Gabrielle. En effet, elle avait fait un voyage avec Gabrielle afin de, selon elle, s'éloigner de Logan. À son retour en Arizona, elle rencontre Tammy Smith, qui déclara ensuite qu'Elizabeth avait l'air épuisée et ne voulait pas du bébé. Elle lui a même demandé si elle voulait que quelqu'un adopte son bébé, mais elle rétorque que Logan ne serait jamais d'accord pour céder ses droits. Les deux femmes échangent alors leurs numéros et du 9 décembre au 18, Elizabeth confie à Tammy Gabrielle. Elle lui donne même la garde temporaire signée par un avocat. Et c'est à ce moment-là que Logan ruine ses plans en portant plainte. Mais bientôt, il allait recevoir un message qui lui glacerait le sang. Rappelez-vous, Elizabeth et Gabrielle ont disparu et il avait tenté de joindre son ex. Il reçoit bientôt un message qui lui retourne l'estomac. « Tu ne nous trouveras jamais. Je suis déjà monté dans un avion pour partir de cet état. Quand j'arriverai à destination, je te ferai parvenir la localisation exacte du petit cadavre bleu de Gabrielle, si les poubelles ne sont pas passées avant. » Un message des plus alarmants et effrayant. Logan tente immédiatement de joindre Elizabeth et quand cette dernière décroche, elle confirme exactement ce qu'elle venait d'écrire, qu'elle l'avait étouffé jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Elle avait étouffé son fils, l'avait enveloppé dans un sac de couches et l'avait, tenez-vous bien, jeté dans une benne. Logan tremble de terreur. Il ignore que croire. Il souhaite de toutes ses forces qu'elle ment, car ce n'était pas la première fois qu'Elizabeth affirmait avoir fait du mal à son fils. Il y avait eu une enquête, mais cela s'était révélé être du bluff. Du bluff au détour d'une dispute. Mais là, Logan va voir la police pour montrer le texto d'Elizabeth et la battue commence alors pour les retrouver. La police de San Antonio fouille les décharges de la région ainsi que les hôtels dans lesquels Elizabeth a séjourné. Donc c'est le Quality Inn, Fiesta Park et le Homegate Studio and Suites. La police commence alors à élaborer une chronologie de ce qu'a fait Elizabeth pendant qu'elle était au Texas. Elle est arrivée avec Gabrielle à San Antonio le 22 décembre. Elle prenait des photos quotidiennes de lui sur son téléphone portable. La dernière était du 26 décembre.
En fait, des témoins déclarent les avoir vus à San Antonio dans une station-service. Ils étaient tous les deux en pyjama et elle portait Gabriel dans une couverture. Puis Elizabeth se rend en Floride dans un bus quelques jours plus tard, mais sans son fils. Le 30 décembre, elle est arrêtée à Miami. Alors, qu'en est-il de Gabriel, me diriez-vous? Elle est arrêtée et la police de San Antonio, qui a fouillé les décharges de la région ainsi que les hôtels dans lesquels Elizabeth a séjourné, donc le Quality Inn Fiesta Park et le Homegate Studios and Suites, la police commence alors à établir une chronologie des événements d'Elizabeth pendant qu'elle était au Texas. Donc elle est arrivée avec Gabriel à San Antonio le 22 décembre et elle prenait des photos quotidiennes de lui sur son téléphone portable. La dernière date du 26 décembre. Et sur la plupart des photos, Gabriel a l'air léthargique et tient même une sorte de flacon de médicament, peut-être du Tylenol pour nourrissons. Le dernier jour des photos, Elizabeth a embauché une babysitter pour surveiller Gabriel pendant qu'elle se rendait à un rendez-vous chez le coiffeur. La voiture du grand-père d'Elizabeth a été découverte dans un parking pour motel près de l'Interstate 35 et du Texas 422. Un siège auto vide était d'ailleurs toujours à l'intérieur du véhicule. L'emplacement de la voiture était proche d'une gare locale de Greyhound et les autorités découvrent qu'Elizabeth était montée dans un bus pour la Floride, comme je vous ai dit. Mais le 27, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Logan et Elizabeth n'étaient toujours pas allés au tribunal. Et le lendemain, vous vous rappelez, il y avait une audience prévue le 28 décembre. Elizabeth ne se rend pas à cette audience. Et le juge, finalement, accorde la garde complète aux parents présents, donc Logan. Alors, pourquoi on finit par rechercher Elizabeth? Parce qu'un mandat a été émis pour l'arrestation d'Elizabeth pour ingérence dans la garde. Le FBI est même appelé pour rechercher Elizabeth et Gabriel et le 30 décembre, Elizabeth est arrêtée à Miami en Floride, mais Gabriel n'est pas avec elle. Alors, rapidement, quand la police l'arrête, Elizabeth change totalement de version. Les enquêteurs lui demande où se trouvait Gabriel et son histoire là d'appel téléphonique et de SMS 3 jours auparavant qu'elle avait envoyé à Logan disant avoir tué Gabriel est une version changeante. Elizabeth dit qu'elle a seulement dit à Logan qu'elle avait tué Gabriel afin de se venger de lui. En réalité, elle avait donné Gabriel à un couple de San Antonio. Selon les experts en adoption de la région, les adoptions clandestines sont incroyablement courantes dans la région. Donc ça ne serait pas impossible. Et l'un des hôtels où Elizabeth a séjourné est souvent utilisé pour les mères de ce genre d'adoption. Donc selon Elizabeth, elle a donné Gabriel à un couple qu'elle avait rencontré dans un parc de San Antonio. Donc elle n'avait aucune idée de la localisation de ce couple car elle n'avait aucune information à propos d'eux. Elle les avait juste rencontrés dans une agence d'adoption underground. Alors je connaissais les groupes de musique underground mais pas de telles agences. Je pense qu'il doit s'agir d'agences non officielles, pas en accord avec l'État. Donc elle les a rencontrés à 10h du matin le 27 dans un parc. Et c'était une réunion qui était organisée. Et le 27 décembre, c'est exactement le jour où elle a envoyé ce fameux texto à Logan. Les enquêteurs lui demandent donc pourquoi un tel message et elle répond que c'était vraiment pour le rendre malheureux. Il faut savoir que San Antonio est vraiment l'endroit des adoptions illégitimes. Et l'hôtel dans lequel séjournait Elizabeth était non loin des agences d'adoption. Elle portait aussi une bague visiblement très chère qu'elle n'avait pas avant. Donc a-t-elle échangé Gabriel contre de l'argent? C'est ce que Logan et sa famille se demandent. Les enquêteurs fouillent les poubelles, les décharges et les parcs au Texas en triant des tas d'ordures avec l'espoir fou de retrouver Gabriel. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils passent aussi au peigne fin les hôtels dans lesquels Elizabeth avait été, mais ne trouvent pas de preuves de maltraitance ou de traces de sang. Ils retrouvent la trace par contre du couple de Scottsdale, donc c'est Tammy et Jack. Avait-il finalement adopté Gabriel? Donc Elizabeth a rencontré le couple à l'aéroport en août 2009 à Boston's Logan International Airport et Tammy voit Elizabeth pleurer avec un bébé dans ses bras. Elle vient lui demander ce qui ne va pas et Elizabeth lui avoue alors qu'elle ne se voyait pas être mère. Tammy et Jack veulent adopter et ils proposent de prendre Gabriel. Les deux femmes étaient donc restées en contact, comme j'ai dit précédemment, jusqu'à ce que Elizabeth quitte Logan et commence le processus d'adoption. Tammy, qui avait eu une garde temporaire grâce à des papiers signés par Elizabeth, est arrêtée et accusée de conspiration
d'ingérence et falsification. Après tout, c'était quand même un enlèvement, car Logan, le père, n'était pas d'accord. Et Tammy, sur les papiers officiels, avait mis à la place du nom de Logan celui de son propre cousin pour rendre tout ça licite. Sa défense, elle voulait juste aider Elizabeth à remplir les papiers de l'adoption. Elle est condamnée à 30 jours de prison et 3 ans de probation. Par contre, Elizabeth risque jusqu'à 27 ans de prison pour kidnapping et ingérence. Elle écrit donc une lettre au juge pour exprimer sa colère quant à la sentence légère de Tammy. « Êtes-vous sourd? Aveugle? Fou ?» Et elle envoie ça avant son audience. Donc elle se tire un petit peu une balle dans le pied avant son jugement. Le procès dure 2 jours et Elizabeth n'hésite pas à interrompre les témoins en pleurant bruyamment. Logan est anéanti et peut difficilement cacher ses larmes quand il entend l'enregistrement de Elizabeth disant qu'elle a tué Gabriel. Rappelez-vous qu'on ne sait toujours pas où il est, ni ce qui lui est arrivé. On interroge Elizabeth, elle s'excuse sans se défendre et dit qu'elle mérite la pire punition. Elle répète sa seconde version, à savoir qu'elle a donné Gabriel à un couple au Texas, qu'elle voulait pour lui une meilleure vie, qu'elle n'avait eue. Elizabeth est déclarée coupable d'ingérence, mais pas de kidnapping, car le jury n'est pas tombé d'accord là-dessus. Donc elle est condamnée à 5 ans et non pas 20 ans de prison ou 9 ans, qui aurait été ici le maximum, mais on prend en compte son instabilité mentale et son enfance. Alors je sais, je vous entends déjà grincer des dents. Elle a grandi dans 5 familles d'accueil différentes avant ses 10 ans, car sa mère était instable et à 12 ans, son père meurt d'un cancer du foie. Donc pas vraiment le rêve américain. Logan et sa famille ne peuvent pas croire qu'un verdict aussi laxiste ait été donné, surtout que la vérité n'a pas été dite au sujet de Gabriel. Elizabeth, alors que Logan est toujours anéanti par le chagrin et la perte de son fils, change de nom et part habiter au Nouveau-Mexique, là où s'est déroulée notre précédente affaire d'ailleurs. Je t'invite à la regarder, elle est très intéressante. Elle s'appelle maintenant Johanna, s'est teint les cheveux et s'est mariée. Mais on ne la lâche pas car elle est dénoncée à la police, car je vous rappelle qu'elle ne pouvait pas quitter l'État vu qu'elle était en probation, et elle ne pouvait pas non plus se marier sans demander l'accord des autorités. Donc elle est arrêtée mais seulement pendant 20 jours, puis elle est relâchée. Et en mai 2021, juste avant le 12e anniversaire de Gabriel, Elizabeth poste sur les réseaux sociaux une photo d'elle enceinte en bikini. Imaginez-vous une seule seconde la réaction de Logan et de sa famille alors que Gabriel a quant à lui disparu. Alors que Logan est toujours perdu dans la nature. Les recherches continuent pour Gabriel et les autorités postent des photos de Gabriel tous les ans avec un logiciel vieillissant mais sans succès. Logan est maintenant marié avec 3 enfants mais continue les recherches. Il n'abandonnera jamais son premier fils, Gabriel. Qu'en pensez-vous? Gabriel est-il toujours vivant et en bonne santé ou décédé? Étranglé dans le pire des cas. S'il avait été étranglé, en tout cas, ça n'aurait laissé aucune trace dans les hôtels que les autorités ont fouillés. Donc ça appuierait aussi cette thèse. En effet, cela ne laisse aucune trace de sang et pas de trace d'agression, surtout sur un petit bébé de cet âge-là. Et on sait qu'Elizabeth est instable, donc l'aurait-elle tué dans un excès de rage, une de ces colères qu'on connaît bien, mais l'aurait-elle vraiment étouffée, sachant qu'à proximité, il y avait ces fameuses agences d'adoption underground, juste à côté de ces hôtels? Ça serait pas très logique qu'elle tue son fils. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi Tammy n'avait-elle pas Gabriel, demanderiez-vous? Et je pense que cette femme, malheureusement et heureusement, sait beaucoup plus d'infos qu'il n'y paraît et n'a pas tout dit aux autorités. Je pense que les policiers auraient dû davantage lui tirer les vers du nez, à elle ainsi qu'à Elizabeth. Car qu'en est-il des aveux d'Elizabeth par texto? Doit-on leur accorder du crédit? Dans son instabilité, elle a peut-être bluffé afin de faire du mal à Logan, comme elle l'affirme. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il toujours vivant 13 ans après? Regarde-t-il des vidéos de crimes et est-il tombé justement sur sa propre affaire? Car il s'est sûrement vu modifier son nom lors d'une possible adoption. Il s'appelle plus Gabriel s'il est toujours vivant. J'espère réellement que Logan et sa famille pourront avoir les réponses qu'ils attendent, car ça doit être extrêmement frustrant de ne pas savoir. Et des bonnes nouvelles si possible. Et je trouve ça très frustrant de ne pas savoir
s'il est vivant ou mort, car dans le cas où il a été assassiné, malheureusement, je ne pense pas que ça soit possible de retrouver le corps de quelqu'un qui a été jeté il y a des années dans une benne à ordures. Il ne doit pas être trouvable à l'heure qu'il est. Donc j'espère réellement qu'il a été adopté. C'est l'option la moins cruelle, on va dire, la moins pire, et j'espère que père et fils pourront un jour se retrouver. J'ai aussi une pensée pour le nouveau bébé de Elisabeth. J'espère qu'elle sera une bonne mère avec lui et qu'elle n'aura pas ces excès de rage et qu'il ne sera pas maltraité. Ce bébé qui est sûrement né, vu qu'on est en 2022. Quant à Gabriel, il n'y a aucune nouvelle de lui depuis 12 ans. Mets-moi tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire, j'ai hâte de savoir ce que tu as pensé de cette affaire. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et ça m'encourage. Suis-moi sur mes réseaux TikTok et Instagram. N'hésite pas à aller lire mon livre, un thriller, je te mets le résumé dans la barre de description si tu veux aller jeter un coup d'œil. Prends soin de toi et de ta famille et reste vigilant si jamais tu soupçonnes un enfant d'être victime de maltraitance, n'hésite pas à en parler. Que dire de plus? Ah si, ne faites pas des enfants si vous ne voulez pas vous en occuper. And remember, you rock. Vous gérez, ça c'est sûr.